Information qui me semble un peu important parce que des fois on parle de méthanisation, donc il faut quand même lui mettre une échelle à cette méthanisation. Alors ce n'est pas une unité de mesure officielle, hein, donc aujourd'hui on est quand même un peu à huis clos pour discuter et analyser un peu large, mais il faut quand même partir du principe qu'il y a différentes tailles de méthanisation. Donc, nous, dans notre système, dans notre vision, on parle de micro-méthanisation à partir du principe que la quantité produite par un méthaniseur produit 1 kW entre 30 et 70 kW. Donc c'est une ferme de, par exemple, de petite, enfin, on va dire petite moyenne taille. Après on parle de petite méthanisation, ce qui va entre 70 et 300 kg. Alors toujours étant que la fourchette est très très grande et que 300 kg c'est déjà dans un domaine qui intéresse et qui brasse déjà des difficultés d'ordre administratif qui n'ont rien à voir avec celles de 100 ou de 70 ou 80 kg. Après, on va passer sous la moyenne méthanisation qui va des 300 jusqu'à 1 méga, 1 méga et demi. Là, on n'est plus du tout en dehors de quelques exceptions au niveau de quelques industries agroalimentaires en Europe, mais sinon, aujourd'hui, ça va être difficile de trouver un éleveur tout seul ou à deux qui sont capables de porter ce type de gisement pour arriver à des capacités d'exprimer 1 kW de ce type. Au-delà, c'est la grande méthanisation. C'est au-delà d'un mégawatt et demi. Ce sont des choses dont en France, il n'y en a pas beaucoup. C'est beaucoup plus important dans d'autres pays, notamment en Allemagne, en Italie. Il y a des grosses unités de cette méthanisation qui récupèrent souvent ici les déchets ménagères et qui font donc un cycle combiné entre, comme existe ici le Spernote, qui est un incinérateur en couple avec un méthaniseur. Voilà, il semble important de donner ces informations. Après, nous on part du principe que dans la méthanisation, il y a quand même des phases de réflexion et d'études. Et donc on a des liens entre, au départ, il y a les motivations et les réflexions qui poussent au futur de l'investissement à faire. Bien évidemment, par la suite, il y a la partie gisement des matières premières, parce que sans ça, on imagine qu'on peut avoir un gisement qui est mal calculé, donc on peut tout de suite rêver les 200 kW ou les 150, et puis on reste avec un surdimensionnement qui donne après un projet qui ne sera pas exploitable selon les informations recueillies à la base. Et tout ça, il faut que ça passe par l'étude de faisabilité. Donc, dans la phase de réflexion et de démarche personnelle, ça c'est quelque chose que permet aussi de faire comprendre quelles sont les différentes opinions que chacun demain doit affronter. Donc il faut bien qu'il se le mette dans la tête avant plutôt qu'après. Des réflexions d'ordre familial, personnel. Quand on achète pendant un contrat de 15 ans RDF, après, quand on a 40 ans ou 50 ans, il faut déjà imaginer de pouvoir passer la main au niveau de génération ou d'autres problématiques qui peuvent être, je dirais, qui peuvent prendre la main sur le marché qui existe aujourd'hui, qui va en pleine mutation. On le voit aujourd'hui en France, notamment en Bretagne. Des grosses structures, la remise en qui ont été divisées par 2 ou par 3, ou des modèles économiques qui sont remis en cause parce que les années 60, 70, enfin je ne reviens pas à faire le débat, mais aujourd'hui c'est une réalité qui touche aussi la petite méthanisation. Donc quelqu'un qui a aujourd'hui un cheptel de 150, 200, par exemple, 200 bovins, on peut imaginer que, est-ce que d'ici 3 ou 4 ans,
pourra en avoir 50 de plus ou 70 de plus, ou il va rester avec la même quantité. Donc tout ça, ça doit m'aider aussi à, sur des grandes familles de démarches personnelles ou collectives, parce qu'on peut faire un méthaniseur tout seul ou à plusieurs, que ce soit des démarches d'ordre économique, de valorisation dans le temps, comme je disais, pour imaginer aussi une transmission de main de passage de main, et surtout aussi dans les aspects de la réglementation qui n'arrêtent pas d'évoluer, et des fois aussi on ne comprend pas si on dépense 300 000 € il y a 10 ans, et au bout de les 10 ans successifs, il faut remettre encore 300 000 € parce que tout ce qu'on a fait auparavant n'a plus lieu, où tout a changé. Je me refais par exemple à la partie, on en parlait tout à l'heure, de tout ce qui est la gestion des digestats, la valorisation du digestat, et surtout, est-ce que je peux vendre aujourd'hui du digestat si je suis libre de l'exporter et tout ça. Donc tout ça, c'est encore dans un cadre où c'est pas tout à fait clair. Et dans 10 ans, sûrement, on n'en sera pas certaine d'aujourd'hui. Bref, voilà. Bref, donc, les flèches tournent vers un nouveau modèle économique, que ce n'est pas lié à un modèle économique de l'extérieur, mais c'est un modèle économique de chez moi, du moment où je décide de faire un investissement de méthanisation. Ça sont des choses très importantes. Là, on s'est permis de rêver un petit peu, donc dans des phases de réflexion, aussi dans une démarche sociétale. À gauche, vous avez en 2014, et à droite, vous avez une position 2020, où on imagine que déjà, il y a un réseau de transport des gaz naturels existant, et que si demain, au lieu d'imaginer qu'il y a toujours 3 ou 4 unités de méthanisation de projet, mais qu'en 2020, il y aura des points bleus avec un cercle qui a un rayon à peu près de 35 km, qu'un hypothétique kilomètre zéro, là on voit qu'on aura la possibilité d'avoir un réseau de stations, comment il existe aujourd'hui les stations essence, on peut récupérer aussi les stations pour se fournir en gaz méthane. Je rappelle que la communauté de communes de Quimper, aujourd'hui, tout l'ensemble de bus, tout marche au gaz méthane, enfin au biogène V, pour être clair. Et donc ce biogène V aujourd'hui arrive peut-être de Paris, peut-être d'ailleurs. Pourquoi pas, donc dans un horizon 2020, avoir la possibilité de récupérer ces gisements au niveau régional, voire départemental. 2014, c'est la réalité d'aujourd'hui. Oui. 2014, le Finistère, gaz naturel, la desserte, 90 communes sur 283 dans le département. Voilà, c'est la réalité des tracés que vous avez là. Ouais. Exactement. Voilà donc parce qu'on imagine aussi dans une hypothèse future un nombre sur la gauche de quantité de méthaniseurs, et sur l'axe des X les années, la montée en puissance dans l'utilisation non plus d'un méthaniseur destiné qu'à la production d'électricité, mais aussi utilisé pour la production de biogène V et d'injection dans le réseau du gaz. Ça, ce sont des choses que dans d'autres pays existent. Alors, il ne faut pas non plus imaginer que ça ne va pas arriver. 2020, ce n'est pas derrière l'angle, je ne sais pas si ça se dit en français ou tout de suite après. Enfin, c'est dans quelques années et ça passe vite, et c'est une réalité. Aujourd'hui, l'État français permet l'injection dans le réseau de gaz sous certaines conditions. Bien évidemment, aujourd'hui on ne va pas parler de l'aspect hyper-technique, mais si nous avons une unité de méthanisation, elle peut, dans la mesure où elle n'est pas loin, se raccorder au réseau ERGF. Voilà donc pourquoi on peut estimer que dans les années à venir, il peut y avoir une progression de certaines utilisations du gaz méthane autre que l'électricité. Donc après, on est obligé de parler de matières premières, bien évidemment, parce que quand on fait un méthaniseur, quand on imagine pouvoir mettre en place un méthaniseur, on part du principe qu'il faut absolument dimensionner les méthaniseurs selon ces gisements.
quelle que soit la nature. Alors à gauche, on s'est amusé à mettre un peu de tout ce qui nous passait sur la main, pour bien comprendre que si on ne fait pas les études en avant, l'étude de faisabilité est une étape obligatoire. Il le disait M. Armand tout à l'heure, tout le monde l'a déjà plus ou moins dit. Sans ça, on va contre un mur. Simplement pour pouvoir expliquer que le but c'est pour quelqu'un qui a une unité de qui veut construire une unité de méthanisation, c'est de pouvoir partir du principe que l'apport d'origine animale, il doit être le 100%. Il doit viser le 100% de l'apport d'origine animale, et qu'un méthaniseur peut marcher aussi avec un apport d'origine végétale. Je suis, parce que je l'ai fait, en mesure de dire qu'il est possible qu'un méthaniseur puisse marcher simplement avec du fumier, et que du fumier, il n'y a pas besoin de mettre forcément du maïs. Les quantités ne sont pas pareilles, mais ce n'est pas que la méthanisation n'existe pas. Donc aujourd'hui, avec la connaissance de cause de la quantité des gisements existants, ça sera peut-être encore plus intéressant de profiter du futur pour connaître bien les façons plus intéressantes et plus approfondies des opportunités. Typologie d'unité de méthanisation, parce qu'on peut faire 250 kW électriques avec 515 000 normomètres cubes de gaz méthane. Là, ce sont des exemples qu'on a simplement voulu mettre à disposition, dans laquelle on peut faire l'équivalent de 200 kg ou de 5 kg ou de 70, en jouant sur les différents types d'apports d'intrants. Sachez que chaque fois qu'on parle d'un méthaniseur et de sa capacité de dire, quand on dit 70 kW électriques, ben, la même machine a besoin de marcher, pour marcher, elle a besoin d'une consommation de sa propre électricité qu'il produit. Donc ça, c'est aussi un aspect important. La machine, pour pouvoir marcher, a besoin de... Donc on ne peut pas faire, j'ai un gisement pour 5 kW électriques, parce qu'après, la machine, elle va pomper entre 7 et 13 ou 14, et donc, au final, on sera dans l'impossibilité de donner les 5 kg dans le réseau. Mais comment vous faites? Vous ne consommez pas, ce qui est consommé en électricité n'est pas extrait du réseau, c'est une autoconsommation? Alors il y a une partie, donc on part du principe que pour pouvoir donner 10, bah, il faut en réalité produire un gisement 11,5. Et que ce sera que 10 qui va être la quantité de... Donc vous auto-consommez une partie alors? Bah, ça je le dis parce que la totalité des méthaniseurs ont une autoconsommation. Voilà, donc où ils apprennent de leur propre gisement, où ils vont se brancher ailleurs, mais ça sera toujours un coût lié à la consommation. Aujourd'hui, ils sont pas. Aujourd'hui, ils sont tous l'électricité est revendue. Bien sûr. Tous ceux qui sont en place aujourd'hui, c'est revendu et on rachète l'électricité pour le fonctionnement. Oui, mais il faut savoir. C'est ça la question. Oui, mais il faut savoir une chose, c'est que vous n'avez jamais. Oui, mais il faut partir d'un principe sain et simple. Est-ce que vous avez toujours le biodigesteur, c'est un estomac. Est-ce que vous êtes toujours dans la capacité de lui donner tous les jours, et est-ce que lui, il est capable de produire tous les jours les fameux 260 000 normomètres cubes de biogaz? Donc c'est ça à la base, la capacité de réflexion qui doit être menée pour dire si il y a le cycle en été, on va mettre peut-être de la tonte de pelouse, on ne va pas le mettre le mois de janvier, et tout ça, ça joue énormément sur les cycles. Donc il est clair qu'après, la ressource où je vais chercher l'énergie pour pouvoir faire marcher le biodigesteur, il faut quand même être capable de partir du principe que lui, il gère une production légèrement supérieure aux alentours de 110% pour pouvoir être à mesure de pallier à ces problématiques de digestion et donc d'autoconsommation.
les études de faisabilité, je crois que vous avez déjà assez bien expliqué tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Mais dans l'étude de faisabilité, effectivement, il faut bien les prendre en compte et absolument voir surtout aussi les aspects qu'on n'imagine pas, les aspects juridiques. Tout à l'heure, justement, on parlait, est-ce que c'est la même entité ou est-ce que juridiquement c'est une autre société? Si ce n'est le pas, s'il y a des coûts, est-ce que c'est par contre un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient? Parce que ça peut être aussi un avantage d'un point de vue fiscal ou d'entreprise, ou un choix de l'entrepreneur d'avoir deux entités distantes. Tout ça, c'est à évaluer avec effectivement les cabinets qui doivent être capables d'apporter au moins sous la table les solutions A et B et ne pas être à mesure toujours de juger sur ce qui existe avant. Voilà, donc j'ai fait le tour parce qu'après je voulais juste faire cette passage dans la mesure où la méthanisation, donc c'est une grande famille, mais donc il y a les grands frères, le petit, la sœur, et tout ça, ça porte à l'opportunité, au devoir de chacun de pouvoir être en mesure de bien faire la différence. Pour éviter de ne pas se perdre dans les problématiques que demain, une fois que le méthaniseur est en marche, pourrait apparaître et que pourrait être très préjudiciable pour le futur. Voilà, donc s'il y a quelques questions, sinon je vais passer la main à mes suppliants.